Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour ce nouveau rendez-vous de vision. La rentrée sociale se conjugue, vous le savez, cette année avec la pandémie de coronavirus toujours en vigueur dans le monde, mais aussi chez nous, avec tout de même une courbe baissière qui se confirme quotidiennement depuis environ 3 mois et permet aujourd'hui un certain optimisme. Un virus qui serait moins agressif, mais toujours actif, d'où l'importance de continuer à observer les mesures barrières. Alors, où en sommes-nous globalement dans cette lutte contre la propagation de la Covid-19 et quels sont les projets qui verront le jour dans le secteur de la santé qui, comme tous les autres, se prépare à l'après-Covid en poursuivant ces réformes, des réformes profondes pour reconfigurer un système de santé sous perfusion depuis de longues années. Pour en parler, nous recevons le ministre de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Abdelrahmane Ben Bouzid. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, c'est toujours heureux d'abord de l'occasion que vous me donnez pour m'exprimer, pour essayer autant que possible de répondre à des questions et certainement pour répondre aux questions des préoccupations sûr, de la population citoyens, oui, par rapport à cette pandémie avec laquelle on va commencer notre émission ce soir. Alors on parle donc d'une relative stabilité du nombre de cas confirmés au coronavirus durant ces 3 derniers mois, situation que vous imputez vous personnellement à la prise de conscience au sein de la société, au respect des mesures de prévention. Certains parlent en revanche d'une raréfaction des tests PCR, ce qui expliquerait cette tendance baissière. Qu'en est-il réellement, Monsieur le ministre? Écoutez, chacun peut donner son avis. Ce qui est certain, c'est que les chiffres ont une tendance baissière. Les chiffres sont les chiffres. Les chiffres dépendent bien entendu de la capacité à dépister, des moyens de dépistage. Plus on dépiste, plus il y aura d'élévation des chiffres. Mais ce qui devrait convaincre un petit peu, c'est cette accalmie, cet apaisement que nous avons dans les hôpitaux. Ouais. C'est la preuve. Et au sein de la population, on en parle moins, il y a moins de panique. Si nous considérons nos hôpitaux, on avait mis à disposition plus de 18 000 lits. Et on a eu jusqu'à 12 000 occupés, nous sommes à moins de 3 000. Ouais. Si vous vous adressez au site de consultation Covid, vous discutez avec les médecins, il y a moins de malades, moins de demandes, moins de situations stressantes et cela nous amène, nous, à libérer les lits qui sont libres et à les redéployer pour les activités. Donc il y a un fait qui est constatable, c'est qu'il y a moins de cas dans les hôpitaux et puis certaines villes qui ont connu une flambée, une exacerbation des cas comme Sétif, comme Biskra, sont relativement calmes. Donc c'est clair, il y a une réduction du nombre de sujets atteints. Il y a encore ce qui nous importe beaucoup, c'est le nombre de décès aussi, il y a moins de décès. Ouais. Donc effectivement, et puis ce qui rassure un petit peu, enfin rassure, oui, cette stabilité, comme vous disiez, relative, parce que nous souhaitons qu'elle dure. Parce que c'est un virus qui imprévisible, est déroutant, qui n'est pas connu. Nous avons connu une situation de stabilité, puis il y a eu une élévation. La France, l'Europe ont connu aussi une situation explosive, puis ça s'est arrangé, puis ça reprend de nouveau. Des pays voisins qui avaient des chiffres relativement bas par rapport aux nôtres, connaissent maintenant une recrudescence. Donc tout est encore possible en réalité. Il n'y a personne présentement qui pourrait vous dire quoi que ce soit sur cela. Alors par rapport à notre capacité de dépistage, juste comme ça, pour avoir une référence, une quinzaine de pays dans le monde enregistrent actuellement un ratio quotidien de dépistage supérieur à 2 tests pour 1000 habitants. Ce sont des chiffres de ce mois, du début septembre. Quel est notre ratio à nous pour savoir où nous en sommes exactement en termes de dépistage? Vous savez, c'est une question qui est maintes fois posée comme si elle devait répondre à une préoccupation. Sont testés ceux qui ont des signes, ceux qui se déplacent pour tester, pour être testés. On ne fait pas de testing, si vous voulez, massif. On ne peut pas tester 60 millions d'habitants en Espagne ou en Italie ou autre. Ça ne s'est pas fait, ça ne se fait pas, ou des pays qui ont des centaines de millions d'habitants. Donc nous avons commencé à tester en fonction de nos moyens,
en fonction des appareils que nous avions, des appareils que nous avons achetés, en fonction des tests qui sont importés. Et là, on est à 35 sites pour tester. Trentaine dans le secteur public, 5 à peu près dans le secteur privé. Nous venons de recevoir, d'ailleurs nous en sommes heureux, une demande du ministère de l'enseignement supérieur pour nous assister, ils sont dotés dans certaines universités des appareils pour tester. Il y en a 7 déjà qui sont en fonction dans les universités relevant de l'enseignement supérieur. Et il y en a 24 qui sont proposés. Nous avons établi une convention pour nous accorder ensemble pour faire les tests. Donc on va se retrouver dans très peu de temps avec plus de 40 et forcément... Mais cela nous place où exactement par rapport aux autres pays en termes de capacité de dépistage? Nous sommes bons, nous sommes encore... Est-ce que quand même il reste une insuffisance en termes de 1 million en France de tests par semaine, avec des chiffres qui atteignent et dépassent les 10 000. Oui, en hausse. Oui, beaucoup plus ailleurs. Je ne saurais vous dire. C'est vrai que nous avons connu une situation de pénurie de tests. Certaines situations d'ailleurs étaient liées beaucoup plus à une variété de tests. Tests, d'autres types de tests avec d'autres machines qui étaient d'ailleurs des tests faits dans des universités qui avaient acheté cette machine chez un fournisseur privé qui s'était engagé à assurer régulièrement les tests, des cassettes spéciales pour des tests spéciaux. Mais nous sommes, vous savez, c'est pas très, comment dire, c'est pas très bien de se comparer. C'est comme si nous nous comparions à des pays qui n'ont pas les moyens ou à d'autres qui en ont. Certains se sont comparés il y a quelque temps un peu à la Tunisie, au Maroc. Oui. Ils testent plus, ils testent moins, ils ont plus. Ce n'est pas ça, c'est pas bien de se comparer. Ce qui est certain, c'est que les tests sont faits. Ils ont connu un certain temps un peu de retard dans les délais, mais la situation s'est stabilisée. Très bien. Alors, juste encore une fois, par rapport à ce virus, ce coronavirus dont vous dites qu'il est imprévisible, qui reste imprévisible, le directeur général de l'Institut Pasteur a parlé d'une forme beaucoup moins agressive de ce virus. Il dit clairement le dépistage massif à travers le test PCR pour procéder donc au confinement n'est plus recommandé puisque les études montrent que les cas positifs à faible charge virale ne sont pas contagieux. Comment devons-nous interpréter ces déclarations, Monsieur le Ministre? Écoutez, nous avons un comité scientifique. Monsieur Darral, docteur Darral, directeur général de l'Institut Pasteur, est incontournable. Il est le directeur. Il est au centre de... Il est au centre de tout cela. Ouais. Il est virologue, il est spécialiste. Et nous tenons compte de ses avis, bien entendu. Mais lui aussi, il lit beaucoup. Vous savez, ce virus, cette Covid, si vous preniez des maladies quelconques, hein, prenez la maladie de Parkinson, date de 1817. Alors, depuis 1817 jusqu'à maintenant, ça fait plus de 2 siècles. Il y a des milliers, des dizaines de milliers d'écrits sur cela. Des auteurs, des écrits, on a développé des tas de choses. Si vous prenez la fièvre typhoïde, c'est à la même période aussi, à peu près au début du 19e siècle. Vous trouverez sur la Covid, vous ne trouvez que ce qui date de quelques mois. Ouais. Et on a parlé du virus, de sa forme, d'avoir une couche lipidique, puis avoir telle forme, de son génome, de ce changement, beaucoup de choses se disent et beaucoup de choses sont rapidement contredites, y compris l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, qui, souvenez-vous, y compris des spécialistes, dont le spécialiste de Marseille, qui avait dit que l'épidémie est derrière, et ça flambe à Marseille. Donc rien n'est sûr encore, rien n'est sûr. Donc, ni il sur y a la des forme données de qui sont actualisées au fur et à mesure du développement. On est en train de... on connaît des choses, c'est clair. On connaît beaucoup de choses. Mais on ne peut pas dire à présent que nous devrions baisser la vigilance, pas encore en tout cas.
Ça, pas du tout. Même nous, maintenant, le discours que nous tenons, c'est que la situation est plus ou moins stabilisée. Ça draine moins de personnes dans les hôpitaux. Nous avons demandé à ce que les hôpitaux reprennent les activités, qu'ils laissent le Covid comme une situation qui demande de la vigilance et qu'on ait un plan A, qu'on ait un plan B, qu'à tout moment, que nous reprenions les activités Covid, mais que les malades qui attendent d'être opérés, d'être traités, soient pris en charge. Donc cette situation, nous gagnons en stabilité, et puis que l'activité reprenne, et puis vous avez que le confinement s'est réduit, que des mesures seront probablement prises à l'avenir pour assurer une meilleure reprise commerciale et autres, mais nous demeurons vigilants. C'est le moment pour nous, au ministère de la Santé, durant cette période de calme relatif, ou calme qui pourrait durer, nous le souhaitons, c'est maintenant qu'on doit renforcer nos stocks. Stock en masques, stock en blouse, justement, stock en tout. Alors, on parle éventuellement d'une deuxième vague de la pandémie qui serait annoncée pour l'automne, notamment donc, en Europe. Avons-nous les moyens humains, particulièrement, et matériels, pour y faire face après 6 mois de mobilisation sans faille? Je pense que nous avons le secteur de la santé et les secteurs qui ont travaillé. L'intérieur, la protection civile et la population. Nous avons quand même démontré que nous avons échappé aux modélisations apocalyptiques. J'ai souvenir du mois de mars. C'était pas encore très bien habitué à la maladie, qu'il y avait des schémas qui avaient été donnés par des scientifiques de renom. Qu'en avril, au 15 avril, nous aurions 20 000 morts, que nous connaîtrions une situation pire que celle de l'Italie. Des scénarios dramatiques. Alors, avec un système de santé qui est celui qu'il est, même s'il est à certains moments, pour certains, insuffisant, nous avons gagné la première bataille. Nous avons des taux de décès, des taux de machin nettement inférieurs relativement à notre population que beaucoup d'autres pays. Je voudrais dire aussi que contrairement à ce qu'on observe peut-être dans la rue, les gens ne portent pas de masque, mais ils sont quand même conscients de la situation et qu'à tout moment, ils se remettraient à l'ordre. Maintenant, pour les moyens, nous avons les moyens. Nous n'avions pas de moyens au départ. Nous étions obligés d'importer les masques. Nos avions, nos gros avions, partaient en Chine et ramenaient les masques. Ce n'était pas très acceptable pour importer des... Maintenant, nous fabriquons des millions de masques. Et tout le monde a été pris de court, Monsieur le Ministre. Nous, le monde entier a été pris de court par rapport celui aux qui masques. oserait peut-être discuter, nous lui dirions, c'est une pandémie. Pandémie, c'est à l'échelle planétaire. Aux États-Unis, les pays les plus nantis, ceux qui ont des systèmes de santé avérés et tout, ont tous souffert. Donc, pour revenir à votre question, nous profitons de cette situation pour renforcer nos moyens pour que nous ne soyons pas dans le futur, au cas où il y aurait une deuxième vague, et je mets guillemets sur deuxième vague, parce qu'il y a beaucoup à discuter sur deuxième vague, pour que nous ayons le dispositif nécessaire, que nous ne soyons pas pris à court. Maintenant, pour l'automne, nous avons une boussole, une sentinelle, tout ce que vous voulez, c'est l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui recueille toutes les données dans le monde et qui a un ensemble de professionnels. L'OMS s'est trompée. S'est trompée dans les prévisions. C'est une organisation pleine de qualité, qui est tout à fait respectable et qui nous dicte d'ailleurs des conduites. Mais l'OMS avait dit c'était des prévisions qui ne s'étaient pas donc avérées exactes. L'OMS alerte sur l'automne, c'est le 21 septembre, c'est demain. Donc l'OMS alerte sur une reprise, une éventuelle reprise. Un rebond. Un de rebond. La pandémie. Vous dites qu'il n'y a pas les signes en octobre, à présent novembre. De ce rebond. Cela se conçoit très bien parce que bon, il faut bien qu'on reprenne nos activités économiques, le transport, l'université, les écoles. Donc il y aura de la promiscuité, il y aura des rapprochements. Le temps froid fera que les gens seront beaucoup plus dans des endroits clos et tout. Et logiquement, les mesures barrières seront difficiles à respecter. On ne peut que craindre
que l'hiver approchant, qu'il y ait plus de risques pour un rebond. Et c'est pour cela que l'occasion est donnée pour que les citoyens gardent toujours les mêmes mesures de prévention, de distanciation, de port de masque, de précautions nécessaires. Alors, par rapport aux moyens humains, Monsieur le Ministre, il y a 120 morts parmi le personnel soignant. Les syndicats du secteur dénoncent un manque de moyens mis à leur disposition, mais aussi l'épuisement de beaucoup d'entre eux. Donc, après 6 mois de mobilisation, est-ce que vous allez organiser au niveau de votre département des départs en congé? Parce que beaucoup du personnel de la santé dépose des congés de maladie pour se reposer un petit peu. Et là, nous parlons d'un possible rebond de la pandémie avec un personnel sur les genoux. Comment faire face à cette situation et comment la gérer? Je suis l'avocat du personnel de la santé. Je ne cesse de leur rendre hommage. Tout le monde leur rend hommage. Mais quel hommage a été rendu par M. le Président de la République? D'abord en instaurant une prime. Oui. Et puis prime spéciale. Une assurance spéciale. Et puis une sécurité face à ceux qui viennent entraîner des dommages. Oui. Donc voilà, la première considération, elle émane d'abord de M. le Président de la République. Mais moi, je suis chargé de le faire et je suis à leur écoute et je compatis. Et je sais quelles ont été les difficultés. Et j'ai fait plus de 25 wilayas et j'ai vu directement les premiers fronts, aussi bien à Tindouf qu'à la frontière Est. Ils ont beaucoup souffert. Je vous assure qu'ils sont vaillants, ils sont valeureux, ils sont encouragés, surtout des jeunes. Quand vous êtes dans un endroit où vous recevez des gens, et c'est un endroit Covid, ce n'est pas une consultation ordinaire, vous vous dites il y a peut-être 2, 3, X%. Vous recevez les personnes qui sont soupçonnées d'être Covid. Et j'ai été visiter des endroits, j'ai eu des frissons. Pourquoi? Parce que j'ai vu des personnes en combinaison avec lunettes et tout, qui étaient là, certaines personnes, alors beaucoup de personnel féminin, pour la précision, comme le corps de la santé aussi, est beaucoup féminisé, qui étaient hébergés dans des hôtels, qui ne rentraient pas chez eux, qui, par risque de transporter le virus, ils ont beaucoup travaillé. Je vous dis, ils méritent tout le respect. Est-ce qu'il y aurait des directives pour un petit peu les soulager? Nous n'avons pas besoin de directives. Non, la situation s'étant améliorée, il appartient à tous les départements de santé de s'organiser. Ce n'est pas une directive. Ils sont conscients, il y a des cadres supérieurs, il y a des directeurs de wilaya de la santé, des directeurs d'hôpitaux, il y a des chefs de service. Il y a eu des abus par le passé. Comment? Il y a eu des abus. Il y a eu des abus lorsque certaines femmes, notamment, qui étaient enceintes, une femme particulièrement était enceinte et n'a pas pu partir en congé. Ce type d'exemple existe et nous l'avons vécu. C'est pour ça que je vous parle de gestion du personnel médical. Il y a eu quelques abus. À ce stade de la pandémie. Non, évidemment, les abus, ça mène à penser qu'il y en a eu beaucoup. Les abus ont été sanctionnés. Je me suis moi-même déplacé pour une dame qui était enceinte, qui même chez elle et tout, et c'est une occasion aussi pour avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ont été emportés par cette sale maladie. Des sanctions sont tombées. Ça, tous les abus entraînent immédiatement des sanctions. Mais il faut aussi comprendre une chose, que c'est une épidémie qui a gagné tout le pays. Et on n'est pas tous dans tout le pays au même niveau de responsabilité, au même niveau de vigilance, au même niveau de compréhension. C'est comme ça. Et puis, dans toute situation qui surprend, dans toute situation de pénibilité, dans toute situation qui vous engage à prendre des mesures, à développer vos moyens et tout, alors que vous n'étiez pas préparé. Alors c'est Tébessa, c'est Marnia, c'est le Sud, c'est Sétif, c'est Constantine et tout. Imaginez tout cela, une discipline et tout, il y a toujours quelques situations, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Je peux vous assurer qu'il n'y en a pas eu beaucoup, que le corps de la santé tout entier s'est mobilisé. Il y a eu quelques situations, en tout cas elles ont entraîné des mesures et maintenant les choses se sont stabilisées. J'ai rencontré aussi quelques difficultés, si vous voulez que je vous en parle, pour
avoir des lits dans les hôpitaux. On a rencontré quelques résistances. On se souvient de vos déclarations sur le terrain. Mais je peux vous assurer qu'en fin de compte, le secteur de la santé a bien géré la situation et qu'on a acquis de l'expérience et on a, comment dirais-je, capitalisé un petit peu et les situations préoccupantes, les situations qui entachent un petit peu le travail, je pense qu'on les a évacuées définitivement. Alors, on relève tout de même, malgré les chiffres rassurants dont on parle quotidiennement depuis 3 mois, depuis 1 mois particulièrement où la tendance baissière s'est confirmée, ce qu'on remarque, c'est l'extrême prudence du gouvernement vis-à-vis donc de cette rentrée sociale. Les dates de reprise de l'école et de l'université ne sont toujours pas connues avec exactitude. Aucune date n'est avancée non plus sur la réouverture des frontières du pays, ni celle de la reprise de certaines activités commerciales, culturelles, sportives, etc., qui demeurent restées fermées au public. Et la balle est constamment rejetée dans le camp du comité de suivi de la pandémie de coronavirus. Alors, dans quel sens elles vont aller, ces recommandations, au vu et au su de ces chiffres et de cette tendance baissière? Est-ce que nous allons, dans un futur proche, je sais qu'on n'aura pas de date ce soir, mais dans un futur proche, nous allons vers la réouverture, vers une reprise normale de cette rentrée sociale? Nous irons vers une reprise normale quand personne ne le sait. Les pouvoirs publics, l'État, la Constitution, a le devoir d'assurer, n'est-ce pas, à sa population, aussi bien la santé que la sécurité et tout. Ça, c'est la souveraineté de l'État. Alors, il faut comprendre que l'État veille à l'évolution de la situation et ne souhaite pas se trouver dans une situation où on prend des mesures hâtives et par la suite des situations imprévues vont entacher, n'est-ce pas, la crédibilité de l'État. Maintenant, les gens posent des questions, nous posent à nous des questions. Je ne parle pas du comité scientifique, mais posent des questions sur la position de l'État vis-à-vis de l'ouverture des frontières, vis-à-vis de... Mais cela n'est pas propre à l'Algérie. Quels sont les pays qui ont ouvert leurs frontières? Quelles sont les compagnies qui ont des vols réguliers? Je vous cite les pays où vous êtes interdit de pénétrer, où vous êtes en pénétrant confiné à 14 jours, l'Angleterre, l'Inde, la Chine. Donc ces mesures qui sont prises par les pouvoirs publics algériens. Donc je vous dirai encore une chose, une précision de taille. Il y a des mesures qui ont été prises ici chez nous par les pouvoirs publics et qui ont devancé des mesures qui ont été prises dans les pays développés. Et je peux vous en citer beaucoup. Oui. Donc l'État veille à la sécurité de ses citoyens, mais l'État voit ce qui se passe, écoute le comité scientifique. Alors nous n'avons qu'un seul rôle. Nous n'avons pas de pouvoir décisionnel. Mais que dit le comité scientifique aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il dit? Le comité scientifique ne dit rien. Par rapport à l'ouverture des frontières? Il ne dit rien sur l'ouverture des... C'est une mesure souveraine. Ce sont les frontières du pays. C'est une mesure à l'échelle du pays. On ne peut pas la réduire à une décision ou à un avis du comité scientifique. Nous ne sommes que des médecins. Nous ne sommes que l'ensemble des membres du comité scientifique, nous ne sommes que des médecins. Moi, je suis d'abord médecin. Mais est-ce que nous ne pourrions pas, par exemple, le rouvrir avec certaines mesures dont vous parliez à l'instant, avec des mises en place de quatorzaines, de dépistage automatique, comme l'ont fait certains pays? Je vous dis, la décision, elle a plusieurs aspects. Elle a plusieurs aspects, ouais. Elle n'est pas liée uniquement à la santé. Je suis persuadé que cette mesure de maintenir les frontières, elle est encore sage, au moins jusqu'à maintenant. C'est ce qui nous a préservés et qui nous a permis de maintenir cette situation. Vous savez, le monde maintenant, c'est la mondialisation, il s'est ouvert. Si vous permettez l'ouverture des frontières et des avions, vous ne pourrez pas empêcher les déplacements et vous ne pourrez pas tout contrôler. Ce n'est que lorsque la situation sera améliorée aussi ailleurs, pas que chez nous, c'est-à-dire que nous n'aurions pas de pénétration de cas massive chez nous. Alors le rôle du comité scientifique, il ne vient que comme un point qu'après la décision politique. Lorsque les pouvoirs politiques auront décidé de l'ouverture des frontières, pour des raisons qui appartiennent, n'est-ce pas, au pouvoir
régaliens. À ce moment-là, ils nous interrogent, nous. Nous, on donne uniquement et uniquement l'aspect scientifique. Nous, on va dire, toute personne qui entre, ou elle vient avec une PCR qui date de moins de 48 ou 72 heures, où on lui fait une PCR ici, et puis en fonction... Un dispositif, en fait, voilà, nous mettrons en place, comme on l'a fait au début. Au début, nous étions uniquement à la caméra thermique. Les équipes de santé étaient dans tous les aéroports. Donc voilà, nous répondons à une demande, comme nous avons répondu aux demandes de l'ensemble des ministères pour la reprise, pour le bac. Et les protocoles signés, les protocoles sanitaires. Une trentaine de protocoles à peu près ont été je ne vous donnerai pas le nombre, mais c'est au nombre des demandes, y compris les mosquées, la plage, l'éducation. Et ça se passera de la même façon avec la réouverture. Le sport hippique. Le sport hippique, le ministère de l'Agriculture, parce qu'ils étaient dans une situation un peu pénible, c'est le ministère de l'Agriculture. Alors, une précision aussi qui est importante, que je dois me dire. Nous, le protocole, les gens qui viennent pour les départements qui viennent pour les protocoles, ils viennent avec leur protocole. C'est-à-dire que nous devons adapter, nous, les mesures sanitaires en fonction des dispositifs. Le sport n'est pas la mosquée n'est pas l'agriculture. Oui, c'est un protocole spécifique. Donc, ils viennent, nous mettons la part scientifique. Nous disons, par exemple, je ne sais pas, une activité sportive, on dit, bon, la piscine, si elle n'est pas couverte, ceci, si les activités d'endurance, nous mettons vraiment le point scientifique. Les sports d'endurance, on sait que si quelqu'un n'est pas testé et s'il est positif et s'il soumet son corps à une charge extrême, il prend tel risque de santé. Donc nous donnons uniquement l'orientation sanitaire. Alors on sait que l'Algérie est en contact avec plusieurs pays dans le monde qui sont en passe de fabriquer le vaccin anti-Covid pour l'acquérir parmi les premiers. Certains pays comme la Chine et la Russie doivent en sortir un d'ici le mois d'octobre, c'est ce qu'il a été annoncé. Avons-nous opté pour un laboratoire précis, pour un pays? Où en sommes-nous dans ces contacts? Vous savez, nous optons pour la franchise. Pour faire un vaccin, avant sa préparation et sa mise, c'est 5-10 ans. Oui, 5-10 ans. Oui. Maintenant, on a raccourci, réduit les délais du fait de l'urgence. Et un vaccin, comme tout produit à usage humain, à usage médical, il obéit, n'est-ce pas, à un essai clinique, à un essai du vaccin ou du médicament, qui passe par des phases. Vous comprenez très bien que c'est d'abord la formule du médicament, et puis la phase 1, et la phase 2, et la phase 3. Chaque phase élève bien sûr le niveau de connaissance de ce médicament, et c'est travers, et c'est... il y a plus de 150, il y a peut-être 168, comment dirais-je, initiatives de production de vaccins. Des dizaines, plus de 160. C'est une course C'est une course parce qu'il y a urgence à trouver le vaccin, parce qu'il y a des intérêts à se positionner sur le plan scientifique. Il y a aussi des milliards et des milliards, c'est normal. Chaque pays veut, bien sûr, ramener des revenus à lui. Les seuls vaccins qui sont en phase 3, c'est-à-dire en phase déjà avancée, où il y a déjà des volontaires par milliers. Et cette phase va projeter sur la phase 4, qui est la phase de l'autorisation de mise sur le marché. Donc, de validation du médicament sur des dizaines de milliers. Et c'est la phase 4, c'est un peu la phase de pharmacovigilance. C'est la phase où on donne le vaccin au sujet et puis on est à l'écoute des complications parce que ce n'est pas réglé encore. Il y a peut-être 9 firmes qui sont en avance. Il y en a très peu qui sont en phase 3.
un peu AstraZeneca, Pfizer, 3 chinoises, Moderna aux États-Unis. Voilà. Et on en envoie qui éclosent chaque jour d'Iran, d'Inde et tout. L'Inde, c'est le premier fournisseur en quantité de vaccins. Et l'Inde, d'ailleurs, a mis au point un vaccin. D'ailleurs, ce qu'il faut retenir de l'Inde, c'est que ce vaccin serait peut-être moins cher. Parce qu'il y a aussi le coût. Il faut imaginer le coût des vaccins, quand vous avez les vaccins des États-Unis, les vaccins de la firme Moderna, c'est jusqu'à 40. Avec quel pays nous sommes Non, nous ne sommes pas, nous sommes avec tous. Il faut que je précise une chose. Par respect pour la santé des Algériens et leur dignité, j'ai reçu des ambassadeurs avec lesquels nous avons des liens. Nous suivons très sérieusement par l'Institut Pasteur, par la Direction générale de la pharmacie. Nous sommes en contact avec les Chinois, avec les Russes, avec AstraZeneca, avec Sanofi. Tous font des propositions. Nous sommes un pays de niveau appréciable, c'est-à-dire que nous n'avons pas l'impression que nous sommes laissés en dernier. Non. Nous avons, je ne vais pas dire des courtisans, mais nous avons quand même des gens qui considèrent que l'Algérie est un partenaire, aussi bien en matière de clients, c'est normal, non, mais en matière aussi de compétences, Institut Pasteur et tout. Nous sommes en contact. Mais vous avez vu que pour les vaccins, certains avancent la fin de l'année. L'OMS parle de la mi-2021. Et tous ces vaccins dont j'ai parlé, aussi bien les dizaines qui sont en cours, aussi bien les quelques-uns qui sont en phase 3, c'est-à-dire ils vont juste sauter. Aucun n'est encore préqualifié OMS. Et nous n'importerons aucun vaccin en Algérie qui ne soit pas préqualifié OMS. Donc il n'y a pas de contact. Nous n'importerons jamais un vaccin qui n'a pas fait ses preuves là où il est fait. Ce qui est tout à fait logique pour préserver la santé. Pour l'instant, il n'y a absolument rien de concluant. C'est ce qu'on peut dire sur la situation actuelle. Il y a du concluant. J'ai signé le 30 août. Il y a une orientation d'intention, une déclaration d'intention, un engagement d'intention. J'ai engagé mon pays, à l'instar d'un grand nombre de pays, pour nous associer tous à une intention collective, de façon à ce que l'Algérie puisse bénéficier du premier vaccin au meilleur prix. C'est comme si vous vous assuriez, c'est comme si on se mettait collectivement, n'est-ce pas, pour avoir des intérêts communs et pour négocier un prix commun. Je l'ai signé le 30 août à l'OMS. Voilà. Avec un certain nombre de pays Je l'ai signé pour l'OMS avec un certain nombre de pays. Avec lesquels nous avons des relations diplomatiques oui. Tout ce que nous recevons comme documents en matière de vaccins, ils me parviennent de nos ambassades. Ce sont nos ambassades aux États-Unis, dans les différents pays, qui nous écrivent parce qu'elles ont les informations. Et puis nous passons obligatoirement par les relais diplomatiques. Je ne peux pas inviter un ambassadeur et engager un entretien avec lui si je n'ai pas l'accord de mon ministère des Affaires étrangères. Très bien. Alors nous allons passer un petit peu à ce qui se fait au niveau de votre département. Monsieur Benbouzid, des décisions déjà très importantes préfigurent d'un tournant à venir dans la politique de santé chez nous. La décentralisation, si on peut l'appeler comme ça, du département de la santé, avec la création d'un ministère de l'industrie pharmaceutique, d'un ministère délégué chargé de la réforme hospitalière, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ainsi que l'Agence des produits pharmaceutiques. C'est dire à la fois la complexité et l'ampleur des chantiers qui attendent votre département. Est-ce que cette fois, l'obligation de résultat est exigée et dans quel délai surtout? Nous avons eu des promesses tout au long de ces 20-30 dernières années d'améliorer le secteur de la santé sans jamais y parvenir. Quels sont les délais pour une obligation de résultat? Bon, ce sont des mesures, n'est-ce pas, rassurantes. Ce sont des mesures accompagnées
d'agences, de ministère de l'Industrie pharmaceutique, d'Agence nationale de sécurité sanitaire, de ministère de la réforme hospitalière. Donc ce sont des départements qui vont travailler. Ouais. Ce n'est plus un département au sein du ministère qui va être un petit peu dilué dans l'ensemble. Le ministère de la réforme hospitalière, le ministère délégué, il est en plein exercice. Il est en train de préparer, de recueillir un fonds documentaire, de voir avec l'ensemble des collègues de façon à développer un plan pour la réforme hospitalière. Il y a l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui a été demandée, installée par M. le Président de la République, qui a pour objet, pour mission aussi, de réformer, enfin d'engager une refonte du système, c'est toujours du système... On va y revenir sur le rôle de cette agence particulièrement très bien. Dans les réformes. Donc ce sont autant de soutiens pour le ministre de la Santé. Oui. Qui demeure préoccupé par, bien entendu, la santé des citoyens, mais aussi par le système de santé. Est-ce que les réformes seront engagées très bientôt, c'est-à-dire qu'on verra des résultats palpables assurément, dans un futur proche. Oui, mais vous savez ce qu'on dit parfois, moi j'ai eu l'occasion de le dire, donnez-nous le temps, enfin donnez à n'importe quel responsable d'abord une confiance, n'est-ce pas, et le temps. Ça ne se fait pas tout de suite. Ça ne se fait pas tout de suite, mais les choses sont en cours. Nous avons engagé, si je dois parler du département de la santé, des mesures. Dès notre installation donc à la tête de ce ministère, nous sommes engagés en réponse et suivant le programme du président de la République. Nous nous sommes insérés bien entendu dedans, tous les départements y étaient. La santé. Nous avons des orientations du plan, du programme du président de la République et nous avons donc donné un plan d'action du ministère de la Santé. Nous nous étions engagés, je vous cite un exemple simplement. Il y a des axes sur lesquels nous nous dirigeons. Ce sont des axes qui ont pour mission de rassurer la population en matière d'offre de soins et d'améliorer les structures de santé. Je rappelle uniquement les maternités, souvenez-vous. Oui, la contractualisation. On en a parlé, c'est pas pour redire, mais pour seulement vous dire qu'en matière de résultats, nous avons des résultats. Puisque nous avons réussi maintenant à organiser une convention entre des cliniques privées. Plus d'une trentaine se sont engagées. Sur 8 wilayas, c'est bien ça? Oui, wilayas, mais les autres reviennent. Nous avons... Ça se fait... Puisque vous ouvrez la parenthèse, on va en parler. J'avais prévu c'est en cours. Oui. Donc, elles sont prises en charge dans des structures privées, prises en charge et tout, et ça réduit. Voici déjà une mesure qui va se développer et s'améliorer dans le temps. Il y a les urgences, il y a un travail. Nous avons été presque écartés de nos missions pendant au moins 6 mois. On a démarré en janvier-février, le premier cas a été annoncé ici même, au journal télévisé, le 25 février, et puis mars, avril, jusqu'à maintenant il y a une accalmie. Nous étions, à l'instar de l'ensemble des secteurs du pays, pris de court et face à cette épidémie. Ce que nous avons engagé tout récemment, c'est que du moment que les lits sont maintenant libérés, que cette épidémie commence un petit peu à se réduire pour qu'on reprenne les activités. Ça, c'est au niveau des établissements. Mais au niveau du département ministériel, il y a des réunions de coordination. Et la dernière réunion de coordination, nous avons repris les orientations que nous avions données en janvier-février. La numérisation du secteur de la santé, des inspections que j'ai envoyées dans tous les établissements. Ce ne sont pas des inspections coercitives. Non. Ce sont des inspections pour aller assister, voir, aider, contrôler, pour ainsi stimuler... Fédérer le personnel. Fédérer. Nous avons été absents des hôpitaux, nous nous étions dirigés uniquement sur la Covid. Maintenant, les inspecteurs, c'est pour aller sur place, voir les problèmes pour la reprise, parce que le peuple a souffert. Les malades ont beaucoup souffert. Donc, ces inspections n'ont pas d'objet de sanctions ou autre. Elles vont dans les établissements recueillir un petit peu les problèmes et inviter les départements de santé à reprendre les activités. Donc, on reprend
après un temps, si vous voulez, de Covid, on reprend, les hôpitaux reprennent, d'autres actions qui avaient été entreprises, développer des activités dans le pays de façon à réduire les transferts à l'étranger. J'ai fait 2 réunions dans tel département pour telle et telle pathologie et nous avons engagé maintenant des actions au niveau de certains établissements de façon à y créer des départements qui ne vont s'occuper que pour des pathologies qui nous coûtent cher. Nous coûtent cher en argent, nous coûtent cher aussi en souveraineté. Si nous continuons encore, alors que nous sommes un grand pays, nous avons beaucoup de médecins, nous avons beaucoup de compétences, à envoyer des malades que nous pourrions traiter ici. Donc, il y a cet axe aussi qui est pris en considération, que nous avons déjà commencé à organiser. Alors, par rapport à la contractualisation, j'aimerais qu'on y revienne, parce que vous avez parlé de cette première opération pilote, donc au niveau des maternités. Est-ce qu'elle va s'étendre et dans combien de temps sur l'ensemble du territoire national? Et puis, elle devrait aussi renforcer une série de conventions conclues avec le secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, avec les professionnels de la santé relevant du secteur privé, à l'instar donc des centres d'hémodialyse, de cardiologie et du dispositif de conventionnement du médecin traitant. C'est une opération qui va englober un petit peu toutes ces spécialités. Nous avons, le ministère de la Santé a été contraint face à l'ampleur de certaines pathologies qui étaient éligibles à un transfert à l'étranger et à certaines souffrances des dialysés. Le ministère a établi des conventions avec les établissements privés. Et ça a donné de très bons résultats, au moins sur ce plan-là. Maintenant, il y a des mesures qui sont en voie d'être, que je ne dirai pas, parce que je pense que je ne dirai des choses que lorsqu'elles auront été établies. Je ne veux pas aller dans une situation où on engage, n'est-ce pas, des promesses et que nous ne pourrions pas assurer. Mais il y a des promesses, il y a des situations qui ont été engagées, relatives à la contractualisation, relatives à la refonte du système de santé, relatives à une meilleure offre de soins. Vous parlez de la contractualisation qui est un terme qui est une situation répétée à chaque fois. Et la contractualisation, c'est-à-dire que tout citoyen... Moi, j'ai un plan que je ne vais pas décliner maintenant, bien entendu, mais c'est faire un peu pour que tout citoyen algérien soit assuré. Tout citoyen algérien doit avoir une carte d'assurance, carte Chifa. Et puis là, on distinguera ceux qui sont assurés, comme probablement vous et moi, ceux qui ont une assurance par la Caisse de sécurité sociale. Il y a ceux qui sont pris en charge par l'État, ceux qui sont dans le besoin, à la ras ou l'aïn. Et il y a ceux qui ne sont ni les uns ni les autres, qui ne sont ni des assurés, ni des gens dans le besoin. Ceux-là, on va trouver le moyen pour qu'ils s'assurent. Et comme ça, c'est comme ça qu'on fera ceux qui ont les moyens, ceux qui ne sont pas dans un état d'indigence et de besoin. Donc un ciblage en fait de la gratuité. Ça mettra du temps, mais le souhait est d'arriver à ce que les Algériens, quand ils vont à l'hôpital, ils n'auront pas à payer, ce n'est pas du tout notre objectif. Ils présentent une carte d'assurance. Moi, je suis assuré, on me ponctionne de ma paye, n'est-ce pas, pour mettre dans les caisses de la sécurité sociale pour offrir les soins à tout le monde. Celui qui n'a pas les moyens, il est pris en charge. Mais celui qui a les moyens devrait s'assurer pour qu'on ait plus d'argent dans les caisses, pour que les hôpitaux puissent développer de meilleurs moyens, meilleurs dispositifs, un meilleur accueil, une meilleure structure, qu'on puisse se doter de moyens et tout. Voilà. Très bien. Alors, pour parler un petit peu de manière générale, une réforme structurelle et profonde du secteur de la santé ne se réduit pas, selon les spécialistes du secteur, à des demi-mesures, comme on a pu en voir ces dernières années, les augmentations de budget, de salaire, la réalisation d'un certain nombre de CHU, mais avec une approche pluridimensionnelle, une sorte de projet de société qui inclut donc à la fois la santé publique et l'économie
l'économie nationale. On parlait à l'instant de la gratuité des soins. Est-ce que le moment n'est pas venu de faire une sorte d'audit, d'expertise un petit peu générale et exhaustive du secteur pour cibler justement ces besoins urgents notamment? Là, vous me rappelez notre maître en chirurgie, notre ministre, Rabbi Yarhamou, le professeur Guidoum, qui a été parmi les premiers à parler d'intersectorialité. Quand il y a eu des épidémies de fièvre typhoïde qui étaient induites par des malfaçons dans les canalisations dans telle ou telle région, pourquoi voudriez-vous que le secteur de la santé subisse, n'est-ce pas, en matière d'accidents de circulation? Je pourrais vous parler, par exemple, des accidents de circulation. Le véhicule est assuré, il est remboursé, mais le passager, il va à l'hôpital, il n'est pas remboursé. C'est-à-dire que le véhicule, la machine est remboursée par la caisse de sécurité sociale. La caisse s'engage à rembourser tous les dégâts occasionnés au véhicule. Mais le chauffeur qui a peut-être été défaillant ou a été à l'origine de l'accident, il va à l'hôpital, il est traité gratuitement. Voilà ce qui avait été convenu bien avant moi. Cela m'a précédé. Voici la contractualisation, faire intervenir les assureurs pour qu'ils prennent part aux besoins de santé, à l'amélioration. Voilà un petit peu. Des années 90, je crois, la contractualisation. Oui. Donc, ce que nous voulons maintenant, et c'est... Est-ce qu'il est fait, est-ce qu'elle est faite, cette expertise Non, elle n'est pas faite. Toujours mais pas. Ce que nous souhaitons, et c'est le programme du président de la République, c'est-à-dire nous voulons construire une Algérie nouvelle. Véritablement, moi je vous parle comme citoyen, c'est-à-dire je voudrais que ce pays s'améliore, que nous progressions, que nous faisions un saut, n'est-ce pas, dans la qualité, dans la modernité, que nous nous écartions de quelques défaillances et tout. Et c'est pour cela que la démarche actuelle du gouvernement est une démarche qui est pragmatique. Il n'y aura pas de demi-mesure. Il n'y aura, à mon sens, et nous le souhaitons, et nous ferons pour, nous pourrions peut-être ne pas être parfait, il y aura... Il y aura des failles, peut-être. Non, il y aura, mais en tout cas, l'intention est d'aller directement, de ne pas faire d'effet d'annonce et d'engager déjà, et lorsqu'on aura un peu avancé, lorsqu'on aura des assurances de réussite, et c'est à ce moment-là... Est-ce que cette expertise, par exemple, pourrait se faire avec le ministère de l'Industrie pharmaceutique? Comment votre département va travailler avec ce nouveau ministère? Certains parlent d'un possible chevauchement entre ces deux départements, alors qu'ils se complètent dans la réalité. Écoutez, c'est un ministère de l'Industrie pharmaceutique. Ouais. Donc nous avons le besoin de voir éclore dans le pays une industrie pharmaceutique. Ce ministère a son organigramme, il a ses missions. Il ne peut être que complémentaire, parce que les médecins, nous travaillons avec quoi? Nous travaillons avec les médicaments. Oui. Donc il y a un ministère de l'industrie pharmaceutique qui a la charge de développer une industrie pharmaceutique, aussi bien pour faire face aux besoins locaux, et encore mieux, et le besoin est très présent, exporter. Donc chaque ministère a ses prérogatives, elles sont définies, n'est-ce pas, dans des textes. Mais pour ce qui pourrait changer au niveau de la santé, il y a un ministère de la réforme délégué à la réforme. C'est ce ministère. Nous travaillons ensemble, là c'est un même ministère. Un ministre délégué qui a dit qu'il n'avait pas de canevas préétabli pour la réforme hospitalière. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce que tout est à reprendre à zéro? Est-ce qu'il va suivre les recommandations du ministre de la Santé directement? Du professeur Masbah, qui est d'une compétence exceptionnelle, qui a exercé pendant de longues années au niveau du ministère de la Santé. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Attendez, je vous dis. Il a été directeur général de plusieurs structures sanitaires, il est prof de médecine et il exerce avec moi, on travaille ensemble. Il n'y avait pas avant, il est en train de développer. Son travail est presque finalisé et va être présenté au Conseil du gouvernement.
Donc il est en train, il a fait des visites, il est en train de rencontrer les différents syndicats pour recueillir le maximum d'informations, plus tout un recueil de documents. Donc une phase d'écoute. D'abord une phase d'écoute, de récolte d'informations, de textes, bien entendu, et il va lui présenter son programme, le programme du ministère délégué. Et nous travaillerons ensemble. À quoi on peut s'attendre, Monsieur le Ministre, dans cette réforme hospitalière? Un mode de gouvernance nouveau, de la gestion des hôpitaux, de l'organisation? Certainement un mode de gestion nouvelle. C'est cela. Je résume cela. De management? On parle aujourd'hui de management. Oui, le souhait que nous avons, nous, c'est que le directeur n'attende pas le budget, que le budget ne soit pas donné aux hôpitaux sous la forme du relationnel, du copinage. Il faut que le directeur devienne un véritable manager. Cela va mettre beaucoup de temps parce que cette démarche risquerait de heurter certains qui penseraient peut-être que nous allons effleurer la médecine gratuite. Pas du tout. Le citoyen algérien dans le besoin aura les mêmes soins que tout citoyen. Mais il n'est plus possible de donner de l'argent aux hôpitaux sans évaluation. Il y aura un contrôle, donc. Il y aura un contrôle. Il n'est plus possible de garder des services où vous avez, je vous le dis, il y a des services où il y a plus de médecins que de malades, plus d'assistants que de lits. Progressivement, on arrivera à une normalisation de la situation, à une évaluation des activités. Des audits du secteur en général? Non, l'audit du secteur en général, oui, mais c'est la réforme hospitalière, c'est le travail du professeur Msbah. C'est cela. Vous avez, on n'a même pas de nomenclature des actes. Quelqu'un vous dit, j'ai fait X, un nombre d'interventions, il en a fait 1000. 1000 quoi? 1000 petits kystes, 1000... Il y a aussi d'autres situations. Il y a la médecine gratuite, elle est gratuite pour les nationaux. Et les étrangers, comment les faire payer? Sur quelle base? Il n'y a pas de nomenclature. Tout ce travail est engagé. Il est engagé de façon à redonner au secteur de la santé un côté managérial, qu'on puisse parler comme on parle ailleurs. Ça, c'est un bon hôpital pour la neurologie, ça, c'est un bon hôpital, qu'il y ait une compétitivité, qu'il y ait un élan de mieux, d'améliorer, d'apporter. Une impulsion et encore mieux, positive. Je vous le dis, d'essayer de faire que nos hôpitaux soient des hôpitaux de qualité pour qu'on puisse aussi, pourquoi pas, ramener des pays voisins à venir se soigner chez nous, à l'instar de la Tunisie et du Maroc. Alors, une dernière question vraiment, et on essaiera d'y répondre rapidement, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps avec le dégel des projets du secteur, à l'instar des autres secteurs d'ailleurs. Plusieurs wilayas du Sud vont être dotés de nouvelles structures de santé, comme Ilizi, Djelfa, Tiaret, qui sont concernés. Des structures de santé souvent désertées par le personnel de santé, le service civil étant devenu facultatif. Quelle va être la réponse aux déserts médicaux? Et nous terminerons là-dessus, Monsieur Benbouzi. Très bien. Vous me sollicitez pour le papier n'est pas là, mais j'ai fait établir un état des hôpitaux fait après l'indépendance. Parce qu'il y a eu des propos qui ont été tenus, qui ont suscité quelques interrogations, que tous les hôpitaux que nous avions étaient des hôpitaux datant de l'ère coloniale. Oui. Effectivement. Nous avons tous lu cet article. Mais nous avons plus de 200 hôpitaux faits après l'indépendance. Plus de 200. Certains sont déjà en exercice, d'autres sont en cours et d'autres sont sous l'effet du gel, le gel qui a été induit par la situation économique. Et nous sommes en ce moment, je vais aller dans quelques wilayas très prochainement pour les hôpitaux qui sont proches de la finalisation. Je vais aller à Mostaganem, d'autres villes et tout, et nous allons progressivement remettre, il n'est pas possible, j'ai visité jeudi passé l'hôpital de Maalma, l'hôpital de Zeralda, et nous avons des délais d'une année pour qu'ils soient, ce seront de grands hôpitaux. Donc les structures seront là, les structures sanitaires seront là. Mais qu'en est-il du personnel médical avec quand même des primes et des revalorisations salariales importantes pour les spécialistes? Cela viendra avec spécialistes la réforme sanitaire. C'est-à-dire que là, je vous ai dit avec l'évaluation des activités.
C'est-à-dire que les hôpitaux auront un budget en fonction non pas de la structure, mais en fonction de l'activité. Ce n'est pas parce que c'est un grand hôpital qu'il aura un grand budget. Les budgets seront attribués aux hôpitaux en fonction du rendement et des activités et des besoins validés et vérifiés. C'est cela la réforme. Donc le budget devrait répondre aux déserts médicaux, c'est ça? Répondre au désert médical dans le sud du pays, avec le service civil qui a été supprimé ou devenu facultatif. Ah, là, vous sautez sur une autre... Non, tous les hôpitaux sont égaux. Tous sont égaux. Il y a de grands hôpitaux dans le sud que j'en ai visité. Il y a des magnifiques que nous ne trouvons pas ici au nord. Maintenant, pour le service civil, c'est une mesure qui date des années 80, qui a donné, qui a moins donné, qui a peu donné, qui a aussi très bien donné. Le président de la République a annoncé qu'il reverrait la forme du service civil. Mais je peux vous rassurer, aussi bien la forme civile que la budgétisation des activités, que l'évaluation des activités, que la distribution, l'organisation des activités des établissements. Vous avez des endroits où vous avez 2 salles opératoires, vous avez 18 chirurgiens qui se bousculent. Tout cela, nous avons espoir de voir tout cela travailler, étudier, sérieusement étudier et présenter au gouvernement dans le cadre de la réforme hospitalière. Monsieur Abdelrahman Ben Bouzid, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, merci d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir. Merci beaucoup, mais c'est toujours court. Quand même. D'autres occasions, Inch'Allah. Barakallahu fik. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Pour d'autres éclaircissements. Merci à vous de nous avoir suivis sur Canal Algérie. On se retrouve très bientôt. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.